Bonjour à tous, bienvenue dans Start Me Up. Start Me Up, le fameux tube des Rolling Stones, les pierres qui roulent. Et nous, dans cette émission, on parle plutôt des pépites innovantes qui seront certainement demain des Rolling Stones, des pierres qui roulent. On a plaisir à faire découvrir ces ingénieuses structures. Et aujourd'hui, je vous propose de partir, faire un bout de chemin avec Onis, leader des logiciels de simulation de foule, avec son président et fondateur. Bonjour Sébastien Paris. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de la News Sécurité. Onis a été fondé il y a pas très longtemps, 2015 ? C'est ça, il y a 5 ans, fondé dans l'écosystème de l'innovation française. Ouais. On est passé par un incubateur, un accélérateur, et aujourd'hui on vole de nos propres ailes. Et vous volez bien puisque vous êtes leader de la gestion de flux innovantes et spécialisé dans la simulation des comportements piétons. Vous avez entre autres fait parler de vous pendant la crise Covid grâce à votre logiciel de gestion et d'optimisation des flux qui permettent de modéliser les risques de propagation du virus dans des lieux fréquentés par le public. Tout à fait. Alors c'est un micro-pivot qu'on a effectué durant la crise de la Covid. On est spécialiste de la gestion de flux, on est capable de simuler les activités des personnes dans les lieux publics. On s'est dit qu'on pouvait apporter de l'aide aux lieux publics qui devaient continuer de fonctionner pendant cette crise. Et donc on a créé un simulateur de propagation virale qui nous permettait d'étudier le risque de propagation dans tous ces lieux publics qui doivent continuer de fonctionner, comme les centres commerciaux, les gares, les aéroports. Et qui a été utilisé et qui a été efficace. Tout à fait, utilisé par des collectivités, des gouvernements, et même un hôpital d'ailleurs. À propos de technologie, dans l'ensemble de vos solutions, quel type de technologie vous utilisez justement ? On va détailler bien évidemment ça ensuite, mais... Alors si on en a 2 à nommer, on va nommer le BIM, qui veut dire Building Information Modeling. C'est une maquette numérique, ce qu'on appelle communément un jumeau numérique. Ça nous sert de support pour créer des simulations, donc ça crée l'environnement de simulation. Et à côté de ça, on a bien sûr l'intelligence artificielle basée sur les sciences cognitives qui va permettre de reproduire le comportement humain dans ces jumeaux numériques. D'accord. Alors vous avez aussi développé 2 solutions complémentaires qui couvrent l'ensemble des besoins en matière de sécurité des espaces publics pour anticiper par exemple des aléas, planifier des procédures plus efficaces que d'habitude, réagir rapidement en cas d'incident. On va détailler ça parce que ça peut être le cas dans beaucoup de lieux, que ce soit sportif, culturel ou autre, et permettre à toutes les parties prenantes de se synchroniser, ce qui devrait donc être très utile en vue de la Coupe du Monde de rugby en 2023 et des Jeux Olympiques en 2024. Vous dites vous-même que c'est un peu le Google Trafic pour les piétons. C'est tout à fait ça. Alors en fait, on a une combinaison de 2 solutions. Comme vous l'avez dit, de la planification qui sert à l'avant, donc à évaluer comment va se comporter un lieu vis-à-vis du public. Donc ça veut dire que là, vous utilisez des schémas différents, des hypothèses différentes, des scénarios différents ? C'est tout à fait ça. On peut changer à la fois l'environnement, donc le barrirage par exemple sur l'accueil d'un stade, et on peut changer aussi les procédures de gestion en cas d'aléa. Donc typiquement l'accès pompier, l'intervention en cas de problème majeur ou l'évacuation d'un stade. Donc on peut tester tout ça avant. Et ensuite, pendant, on a une autre solution qui s'appelle Onis Qualia, qui permet de superviser les flux et qui est comme vous le dites justement, une espèce de Google Trafic du flux piéton. À ceci près qu'il est totalement RGPD compliant. Donc ça veut dire que c'est important de le signaler. C'est très très important. Pour un déploiement en France, c'est obligatoire. Donc nous, il n'y a aucune donnée personnelle qui rentre dans notre système. De base, il est conçu comme ça. Et il est aussi plus précis en ce sens qu'il va permettre de distinguer l'intégralité des flux d'un environnement de façon très synthétique au sein d'une maquette numérique, et de distinguer en fait ce que vont faire ces flux dans l'environnement, s'ils prennent une porte, l'autre porte, s'ils passent par des points de vente, s'ils perçoivent certains panneaux de signalisation, des choses comme ça. Alors, je vous propose qu'ensemble, on découvre un petit sujet là-dessus et ensuite, on reviendra sur ces 2 solutions en images, mais on les commentera ensemble. Découvrons d'abord un exemple de simulation. Vous parliez de stade de football, et là, le mythique stade de Wembley pendant la crise Covid. L'épidémie de coronavirus a contraint de nombreux événements à se dérouler à huis clos. Nous avons voulu visualiser les risques de propagation du virus dans un grand site comme le stade de Wembley à Londres. Nous avons recréé un modèle 3D du stade et avec le logiciel Onis One, nous avons simulé les comportements habituels des spectateurs autour de l'entrée.
Si comme d'habitude le stade était complet pour un match, chaque personne infectée transmettrait le virus à environ 2 autres personnes, soit un taux de reproduction du virus de 2, et ce, juste en entrant dans le stade. Nous avons voulu savoir s'il était possible de réduire ce taux à l'entrée du stade de Wembley. Il est clair que l'utilisation de masques réduit significativement le risque de transmission. Mais est-ce suffisant pour garantir la sécurité des supporters ? Nous avons pris en compte le port du masque obligatoire dans notre simulation. D'un R de 2, nous sommes arrivés à un R de 0,4, une réelle réduction du risque de transmission. Cependant, cela représente environ 300 personnes infectées, juste en entrant dans le stade. Dans ces conditions, il ne serait pas raisonnable de rouvrir le stade au public. Nous avons donc simulé plusieurs autres scénarios, en faisant notamment varier la fréquentation, mais nos résultats étaient toujours les mêmes. Nous avons alors essayé de modéliser différents chemins piétonniers autour des portes d'entrée du stade, tout en imposant l'utilisation des masques. Nos simulations ont alors montré qu'avec ces mesures, le nombre de personnes infectées restait très faible, même avec une forte fréquentation. Comme vous pouvez le voir, en adoptant des mesures supplémentaires pour contrôler les flux piétons, il serait possible de maintenir une forte fréquentation tout en préservant la santé et la sécurité des spectateurs du stade de Wembley. OnisOne est un logiciel d'aide à la décision. En recréant des lieux spécifiques et en simulant le comportement naturel des piétons à l'intérieur, la société Onis est en mesure de concevoir des scénarios qui permettent de gérer la densité piétonne tout en réduisant considérablement le risque de propagation du virus. Voilà, c'est tout de suite plus concret en images. Ce qui est intéressant, c'est maintenant de parler ensemble de ces 2 nouvelles solutions assez récentes. En tout cas, la première est née en 2019, c'est OnisOne. Quelle est sa particularité ? Alors sa particularité, c'est qu'elle est déjà très versatile. Elle peut être appliquée dans énormément de cas d'usage, tous les lieux qui accueillent du public. On parle beaucoup d'usage en sécurité, mais aussi un de ses gros intérêts, c'est qu'elle peut mutualiser plusieurs usages dans son utilisation. Donc typiquement, on va pouvoir croiser des besoins d'acteurs en sûreté-sécurité avec les besoins d'acteurs en mobilité ou en développement commercial, qualité d'accueil, des choses comme ça. Alors justement, est-ce qu'on peut donner des idées d'application de OnisOne ? Alors, l'idée historique qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est forcément l'évacuation, donc du test d'évacuation. Si vous voulez tester l'évacuation d'un stade de 70 000 places, c'est très compliqué à faire dans la vraie vie. La vraie force d'OnisOne, c'est d'aller bien plus loin que ça et de tester l'accueil du public, tout son parcours, ce qu'il va voir. Donc typiquement, quand vous avez un grand concert, pour être sûr que les gens arrivent à leur place avant que le concert débute, et donc tout le processus qui va permettre de filtrer les gens à l'accueil, de contrôler leur passe sanitaire maintenant, et de les diriger au mieux au sein de l'établissement. Finalement, quelque part, ça peut pas aussi avoir un intérêt marketing, publicitaire, de savoir où vont passer les gens pour des annonceurs, par exemple ? Absolument, donc c'est une branche qu'on développe énormément actuellement. Typiquement, on va être capable, quand on va simuler les flux de personnes, de savoir ce qu'ils perçoivent dans l'environnement. Donc in fine, nous pouvons savoir quelle est la meilleure position pour mettre des points de vente ou des points de publicité, et donc servir au mieux les besoins des gens au cours de leur parcours. Alors, revenons sur cette optimisation de la gestion des accès. Ça permet effectivement de répartir les flux, mais également d'évaluer des normes d'accessibilité. Tout à fait. On peut même tester l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Typiquement, des personnes qui ne peuvent pas emprunter les escaliers, savoir quel est le surcoût pour ces personnes à emprunter des ascenseurs, donc afin de ne pas avoir des parcours trop complexes pour les personnes à mobilité réduite. Et pour le public, il y a une amélioration aussi du confort des usagers, c'est-à-dire ? Alors le confort, il se mesure en termes d'effort, tout d'abord, et puis en termes d'attente. Donc un usager qui a un déplacement confortable, c'est un usager qui ne l'attend pas trop, et qui n'a pas besoin de se déplacer trop pour aller chercher l'ensemble des usages qu'il souhaite dans un environnement. Donc ça, c'est très vrai, par exemple, dans une gare où quelqu'un ne va pas vouloir traverser 3 fois la gare pour trouver son journal, acheter une boisson, puis aller prendre son train. Donc ça veut dire un impact aussi sur la signalisation La signalisation est ce qu'on appelle en anglais le tenant mix, donc la disposition des services les uns par rapport aux autres, histoire qu'ils comblent très rapidement l'ensemble de la chaîne comportementale d'un usager. Alors là, on parlait d'un cas de figure de stade, entre autres de football, mais c'est utile également pour d'autres événements, des manifestations par exemple ? Tout
Tout à fait. On a d'ailleurs un projet innovant important qui vient de se terminer, qui s'appelait OpMops, qui a été conduit avec la Gendarmerie nationale. Et le but de ce projet était de proposer de nouveaux outils d'aide à la décision, qui sont aujourd'hui sur étagère chez nous, pour aider les forces de l'ordre à sécuriser des manifestations. Alors, on en a quelques-unes en France. Ça nous arrive. Ça fait partie des traditions chez nous. Voilà, c'est un petit peu un aspect culturel. Et le but, là, c'est de pouvoir donner des outils aux forces de l'ordre qui leur permettent de disposer, ils ont des ressources limitées, comme tout le monde, de disposer ces ressources tout au long de la manifestation, histoire de sécuriser les abords de cette manifestation. Par exemple, empêcher les voitures d'accéder aux lieux où les piétons vont passer. Sébastien Paris, je vous propose justement qu'on commente ces images, Oniswan, en termes de manifestations, on les voit pour nos téléspectateurs. Donc là, ça se passe. Alors c'est typiquement un exercice qu'on a fait quand on est allé voir le ministère de l'Intérieur en Ukraine pour leur montrer la puissance de notre outil. Donc là, typiquement, vous voyez l'accès à une place qui va devenir très vite bondée. Et donc, cette simulation permet de se rendre compte déjà de la densité de personnes et à quel point elle peut devenir dangereuse à certains moments. Et ensuite, permet de se projeter dans l'utilisation d'Onis Qualia, qui donnerait cette visualisation en temps réel. Dont on va parler dans un instant, Et qui permettrait de voir exactement ça, des cartes de chaleur qui donnent les flux de personnes en temps réel et l'occupation de l'espace en temps réel. Très utile aussi pour intervention de police, de pompiers, de SAMU. Onis Qualia a été lancé plus récemment, en 2021. Quelle est la différence avec Oniswan ? Alors, Oniswan, c'est de la planification, c'est en amont. Onis Qualia, c'est du temps réel, c'est pendant les événements. Et l'objectif est de se rendre compte de la dynamique intégrale des lieux et d'effectuer ce qu'on appelle la détection d'aléas sur signaux faibles. Donc, le but, c'est de croiser un certain nombre d'informations et d'être capable de faire jaillir un certain nombre d'alertes pour dire attention, une situation va devenir dangereuse si elle continue à évoluer dans ce sens. Donc, c'est compatible avec Oniswan ? Tout à fait. C'est le gros avantage, c'est que toutes les données qui vont être intégrées par Onis Qualia en temps réel vont être enregistrées et ces données vont servir de base de configuration pour Oniswan pour reproduire la situation. C'est de la data qui s'accumule pour Oniswan. C'est ça, on peut parler d'une main courante numérique des flux, un petit peu. Et en plus de ça, on peut rajouter, rejouer des situations réelles en simulation pour évaluer justement des hypothèses de gestion alternative. C'est ça. Quand on a extrait ces données temps réel et qu'on les a injectées dans Oniswan, on va pouvoir reproduire la situation à l'identique dans Oniswan. Alors ça, c'est déjà un avantage en termes de formation du personnel pour montrer ce qu'il a pu se passer à de nouveaux opérateurs de sécurité. Mais ça a aussi un avantage en termes d'optimisation. C'est-à-dire que si quelque chose n'est pas optimal dans la situation, on va pouvoir faire d'autres hypothèses de gestion. Déplacer du barriérage, rajouter des points de contrôle, en enlever, déplacer le flux, et voir à quel point on est capable d'améliorer la situation. D'accord. Ça permet également, je crois, de rationaliser les dispositifs et éventuellement aussi le personnel. Exactement. Donc, comme je vous le disais, on peut dimensionner les points de contrôle, déterminer combien on a besoin de portiques, par exemple, ou de personnel. Et à ce moment-là, ça nous permet d'avoir une évaluation au plus près de la situation du personnel nécessaire. D'accord. Alors, on va découvrir et on va commenter également en images Onis Qualia sur justement un grand événement, un stade. Tout à fait. Donc là, c'est un exemple de mise en œuvre sur un stade. Il me semble qu'après, dans la vidéo, on voit des coupes avec des points de vue particuliers. Donc voilà. Donc là, on a un zoom sur une l'arrivée porte du public du stade. Voilà. Et on va pouvoir sélectionner en fait les portes. Et dans Onis Qualia, on va voir tout de suite le nombre d'entrées qu'on a en temps réel. D'accord. Le nombre d'entrées par rapport au nombre de tickets vendus, ce qui permet de suivre un petit peu l'évolution de la situation. Ça permet aussi, bien entendu, de dimensionner tout ce qui est contrôle à l'accès, mais aussi de déterminer les meilleurs emplacements pour mettre des points de vente, des points de service, de restauration, etc. Tout à fait. Et cette fois-ci, on sort un petit peu de la sûreté-sécurité, on va un petit peu dans le développement commercial, puisque comme je vous le disais un petit peu plus tôt, ces technologies sont mutualisables entre plusieurs usages. Et donc, sur le point de vue du développement commercial, on va pouvoir utiliser exactement les mêmes données, cette fois-ci, pour faire de l'advertising dynamique ou ce qu'on appelle la gamification maintenant. C'est-à-dire donc, c'est-à-dire organiser des jeux participatifs avec le public. D'accord. Ok.
J'imagine que, en voyant ces images, ça intéresse le comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Parce qu'on a de plus en plus de sécurité au checkpoint, au point d'entrée, donc qui ralentissent, qui font des files d'attente assez longues. Et donc là, il y a une possibilité quand même de fluidifier tout ça. Vous les avez rencontrés ? Absolument, ils sont forcément intéressés par ce type de technologie. Alors, en plus, les Jeux Olympiques, c'est un cas très particulier où il est aussi important de sécuriser les lieux que de les conserver agréables. Donc, c'est un événement où on doit à chaque fois arbitrer entre ces deux objectifs et optimiser ces deux objectifs en parallèle. Oui, nous avons discuté avec le comité des Jeux Olympiques. Et puis d'ailleurs, nous sommes en train de monter un gros projet en lien avec les JO, qui est en cours d'évaluation en ce moment, qui devrait être lancé en début d'année prochaine et qui cible justement l'application de ces technologies pour de la multimodalité, de la gestion multimodale en vue des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde de rugby. D'accord, on peut imaginer le voir en place déjà en 2023 pour la Coupe du Monde de rugby. Tout à fait, on va même le mettre en place un petit peu avant. L'objectif, c'est de le mettre en place durant 2022 pour le dimensionner et le tester déjà avec un certain nombre d'opérateurs. On a parlé beaucoup de sport, de stade, de manifestations aussi. Quelles sont les autres applications, les autres lieux sur lesquels ces deux solutions pourraient être utilisées ? Alors forcément, les hubs de transport, tout ce qui est gare, aéroport, mais aussi, ça c'est un petit peu plus spécifique et lié à notre évolution pendant la période Covid, les hôpitaux. Ouais. On travaille beaucoup avec les hôpitaux aujourd'hui qui veulent déjà faire évoluer leur gestion de l'accueil patient pour la rendre plus agréable. Est-ce que ça nous permettrait d'attendre un tout petit peu moins aux urgences, par exemple ? C'est le but. On a travaillé notamment avec le CHU de Reims récemment, et l'objectif, c'était de fluidifier tout ce qui est accueil et tout ce qui est processus patient. D'accord. On parle de sécurité civile aussi, avec qui vous pourriez travailler ? Bien sûr, tous les pompiers notamment. On peut imaginer tout de suite les récollements, donc tout ce qui est analyse de lieux publics en vue d'organisation d'événements. Et aussi, de manière plus générale, tout ce qui est alerte à la population. Donc typiquement, on a un doctorat là, qui vient d'être lancé sur les alertes tsunami et comment évacuer des centres-villes en cas d'alerte tsunami. Bien sûr. Alors, peu d'utilisation en France, a priori, pour les tsunamis. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Ah bon on est lieu sensible dans le sud de la France, alors pas sur des tsunamis gigantesques, mais qui peuvent arriver très vite. Ah bon, je vais alerter Brice de Nice qui pourra enfin surfer sa vague en Méditerranée. Mais par contre, un feu de forêt pour évacuer une population dans un village, une petite ville qui peut être touchée par des feux de forêt, entre autres. C'est ça, une inondation aussi. Exactement, bien sûr, on en parle beaucoup en ce moment. Vous êtes dans le sud de la France, justement, à Sophia Antipolis. Aujourd'hui, quels sont les secteurs les plus importants avec qui vous travaillez déjà ? Alors, essentiellement les collectivités, c'est le secteur premier avec qui on travaille, mais aussi les opérateurs d'infrastructures. Alors, ça commence à redémarrer, là, maintenant, les infrastructures sportives, notamment. Et l'événementiel. Donc là, l'événementiel, bien sûr. Exactement. Et j'ai entendu dire que vous vous développiez également en Grande-Bretagne ? C'est ça, on démarre notre internationalisation et on la démarre en Grande-Bretagne. Alors, on a d'autres activités ailleurs à l'étranger, mais notre gros focus aujourd'hui est au UK. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Sébastien Paris. Merci à vous. Merci beaucoup à Benjamin Souhaité, à Soline Squill et à toute la Dream Team Agora. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pépite start-up dans la sécurité. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.